On ne peut jamais voir quoi que ce soit entrer dans un trou noir. Imaginez que vous piégiez votre ennemi dans une fusée et que vous le propulsiez vers un trou noir. Il vous regarde, frappant du poing à un rythme constant. Lorsqu'il s'approche, la gravité s'intensifie, donc on s'attendrait à ce qu'il accélère. Mais ce n'est pas ce que l'on voit. Au lieu de cela, le vaisseau spatial semble ralentir. Non seulement il ralentit, mais il semble aussi agiter son poing de plus en plus lentement. C'est parce que, de votre point de vue, son temps ralentit. Au moment même où il devrait franchir l'horizon des événements, le point au-delà duquel même la lumière ne peut s'échapper, lui et son vaisseau spatial ne disparaissent pas. Au lieu de cela, il semble s'arrêter, figé dans le temps. La lumière du vaisseau spatial devient de plus en plus faible et rougeâtre jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement de la vue. C'est ainsi que tout objet aurait l'air de traverser l'horizon des événements. La lumière provient toujours du point de traversée, mais elle est trop décalée vers le rouge pour être visible. Mais si vous pouviez voir cette lumière, alors en théorie, vous verriez tout ce qui est jamais tombé dans le trou noir gelé à son horizon, y compris l'étoile qui l'a formé. Mais en pratique, les photons sont émis à des intervalles. Il y aura donc un dernier photon émis à l'extérieur de l'horizon, et donc ces images s'estomperont après un certain temps. C'est juste l'un des résultats étranges qui découlent de la théorie générale de la relativité, notre meilleure théorie actuelle de la gravité. La première solution des équations d'Einstein a prédit non seulement les trous noirs, mais aussi leur opposé, les trous blancs. Elle impliquait également l'existence d'univers parallèles, et même éventuellement un moyen de voyager entre eux. C'est une vidéo sur la science réelle des trous noirs, des trous blancs et des trous de verre. La théorie de la relativité générale est née en partie d'une faille fondamentale dans la gravité newtonienne. Au XVIe siècle, Isaac Newton a réfléchi à la façon dont une pomme tombe au sol, comment la Lune orbite autour de la Terre et la Terre orbite autour du Soleil, et il a conclu que chaque objet ayant une masse doit attirer tous les autres. Mais Newton était troublé par sa propre théorie. Comment des masses séparées par de si grandes distances peuvent-elles exercer une force l'une sur l'autre ? Il a écrit qu'un corps peut agir sur un autre à distance à travers le vide sans la médiation de quoi que ce soit. C'est pour moi une telle absurdité que j'ai du mal à croire qu'aucun homme doté de facultés cognitives puisse y tomber. Parmi ces hommes indéniablement dotés de facultés cognitives figurait Albert Einstein. Et plus de 200 ans plus tard, il a compris comment la gravité est médiatisée. Les corps n'exercent pas de force directement les uns sur les autres. Au lieu de cela, une masse comme le Soleil courbe l'espace-temps dans son voisinage immédiat. Cela courbe ensuite l'espace-temps autour de lui, et ainsi de suite jusqu'à la Terre. Ainsi, la Terre orbite autour du Soleil, parce que l'espace-temps à travers lequel la Terre passe est courbé. Les masses sont affectées par la courbure locale de l'espace-temps, donc aucune action à distance n'est requise. Mathématiquement, cela est décrit par les équations d'Einstein. Pouvez-vous écrire l'équation de champ d'Einstein ? C'était le résultat d'une décennie de travail acharné d'Einstein après la relativité restreinte. En résumé, les équations de champ décrivent la relation entre la distribution de la matière, de l'énergie et la géométrie de l'espace-temps. L'autre côté vous indique quelles sont la courbure résultante de l'espace-temps à partir de cette distribution de matière et d'énergie. Et c'est une seule ligne. On dirait « oh, c'est une équation simple, n'est-ce pas ?» Mais ce n'est pas vraiment une équation, c'est une famille d'équations, et pour compliquer les choses, ce sont des équations couplées, donc elles dépendent les unes des autres. Et ce sont des équations différentielles, ce qui signifie qu'il y a des intégrales qui doivent être faites, donc il y a toute une série d'étapes que vous devez faire pour résoudre les équations de champ. Pour voir à quoi ressemblerait une solution à ces équations, nous avons besoin d'un outil pour comprendre l'espace-temps. Alors imaginez que vous flottez dans l'espace vide. Un éclair de lumière éclate au-dessus de votre tête et se propage dans toutes les directions. Maintenant, tout votre avenir, tout ce qui peut et va jamais vous arriver, se produira dans cette bulle parce que la seule façon d'en sortir serait de voyager plus vite que la lumière. En 2 dimensions, cette bulle n'est qu'un cercle en expansion. Si nous laissons le temps s'écouler à l'écran et prenons des instantanés à intervalles réguliers, alors cette bulle de lumière trace un cône, votre cône de lumière future. Par convention, les axes sont calibrés pour que les rayons de lumière voyagent toujours à 45 degrés. Ce cône révèle la seule région de l'espace-temps que vous pouvez espérer explorer et influencer.
Imaginez maintenant qu'au lieu d'un éclair de lumière au-dessus de votre tête, ces photons voyageaient en réalité depuis tous les coins de l'univers, et qu'ils se sont rencontrés à cet instant, puis ont continué à voyager dans des directions séparées. Eh bien, dans ce cas, alors dans un cône de lumière passé, seuls les événements qui se sont produits à l'intérieur du cône de lumière passé, seuls les événements qui se sont produits à l'intérieur de ce cône auraient pu vous affecter jusqu'à l'instant présent. Nous pouvons simplifier encore plus ce diagramme en ne traçant qu'une dimension spatiale et une dimension temporelle. Ceci est le diagramme espace-temps de l'espace vide. Si vous voulez mesurer à quelle distance deux événements sont dans l'espace-temps, vous utilisez quelque chose appelé l'intervalle d'espace-temps. Le carré de l'intervalle, ds, est égal à moins dt carré plus dx carré, puisque l'espace-temps est plat, la géométrie est la même partout, et donc cette formule est valable dans tout le diagramme, ce qui rend vraiment facile la mesure de la séparation entre deux événements quelconques. Mais autour d'une masse, l'espace-temps est courbé, et vous devez donc modifier l'équation pour prendre en compte la géométrie. C'est à cela que ressemblent les solutions aux équations d'Einstein. Elles vous indiquent comment l'espace-temps se courbe et comment mesurer la séparation entre deux événements dans cette géométrie courbée. Einstein a publié ces équations en 1915 pendant la Première Guerre mondiale, mais n'a pas trouvé de solution exacte. Par chance, une copie de son document est parvenue au front de l'Est, où l'Allemagne affrontait la Russie. Stationné là-bas se trouvait l'un des meilleurs astrophysiciens de l'époque, Karl Schwarzschild. À 41 ans, il s'était porté volontaire pour calculer les trajectoires d'artillerie pour l'armée allemande. Du moins jusqu'à ce qu'un défi plus grand attire son attention. Comment résoudre les équations de champ d'Einstein ? Schwarzschild a fait ce que font les physiciens standards et a imaginé le scénario le plus simple possible. Un univers éternel et statique avec rien dedans, sauf une seule masse ponctuelle sphériquement symétrique. Cette masse était électriquement neutre et ne tournait pas. Comme c'était la seule caractéristique de son univers, il mesurait tout en utilisant des coordonnées sphériques par rapport au centre de cette masse, donc R est le rayon, et θ et φ donnent les angles. Pour sa coordonnée temporelle, il a choisi le temps mesuré par quelqu'un loin de la masse, où l'espace-temps est presque plat. En utilisant cette approche, Schwarzschild a trouvé la première solution non triviale aux équations d'Einstein, que nous écrivons aujourd'hui comme ceci. Cette métrique de Schwarzschild décrit comment l'espace-temps se courbe à l'extérieur de la masse. C'est plutôt simple et logique intuitivement. Loin de la masse, l'espace-temps est presque plat. Mais plus vous vous en approchez, plus l'espace-temps devient courbé. Il attire les objets à l'intérieur, et le temps s'écoule plus lentement. Schwarzschild a envoyé sa solution à Einstein, concluant par « La guerre a été assez clémente avec moi, malgré les tirs d'artillerie lourdes, pour me permettre de m'éloigner de tout cela, et de faire cette promenade dans le pays de vos idées. » Einstein a répondu « J'ai lu votre document avec grand intérêt. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse formuler la solution exacte du problème de manière aussi simple. » Mais ce qui semblait au début tout à fait simple est rapidement devenu plus compliqué. Peu après la publication de la solution de Schwarzschild, deux problèmes ont été identifiés. Au centre de la masse, lorsque R était égal à 0, ce terme est divisé par 0, donc il explose à l'infini et par conséquent, cette équation se décompose et ne peut plus décrire ce qui se passe physiquement. C'est ce qu'on nomme une singularité. Peut-être que ce point pourrait être justifié par le fait qu'il est au milieu de la masse, mais il y a un autre point problématique à l'extérieur de celle-ci. À une distance particulière du centre, appelée rayon de Schwarzschild, ce terme explose. Il y a donc une deuxième singularité. Qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, au rayon de Schwarzschild, la courbure de l'espace-temps devient si abrupte que la vitesse d'évasion, la vitesse dont n'importe quoi aurait besoin pour quitter cet endroit, est la vitesse de la lumière. Cela implique qu'à l'intérieur du rayon de Schwarzschild, rien, pas même la lumière, ne pourrait s'échapper. Vous auriez donc cet objet sombre qui absorbe la matière et la lumière. Un trou noir, en d'autres termes. Mais la plupart des scientifiques doutaient qu'un tel objet puisse exister, car il nécessiterait beaucoup de masse pour se réduire en un espace minuscule. Comment cela pourrait-il jamais se produire ? À l'époque, les astronomes étudiaient la fin de vie d'une étoile. Pendant sa durée de vie,
La force intérieure de la gravité est équilibrée par la pression de radiation extérieure créée par l'énergie libérée par la fusion nucléaire. Mais quand le carburant manque, la pression de radiation baisse, donc la gravité attire toute la matière stellaire vers le centre. Mais jusqu'à quel point ? La plupart des astronomes croyaient qu'un processus physique le soutiendrait. En 1926, Ralph Fowler a proposé un mécanisme possible. Le principe d'exclusion de Pauli stipule que les fermions, comme les électrons, ne peuvent pas occuper le même état. Ainsi, à mesure que la matière est de plus en plus rapprochée, chaque électron occupe son propre petit volume. Mais le principe d'incertitude de Heisenberg dit que vous ne pouvez pas connaître la position et la quantité de mouvement d'une particule avec une certitude absolue. Ainsi, à mesure que les particules sont de plus en plus contraintes dans l'espace, l'incertitude sur leur quantité de mouvement, donc leur vitesse, doit augmenter. Donc plus une étoile est comprimée, plus les électrons vont se tortiller rapidement et cela crée une pression vers l'extérieur. La pression de dégénérescence des électrons empêcherait l'effondrement total de l'étoile. Au lieu de cela, elle deviendrait une naine blanche avec une densité bien plus élevée qu'une étoile normale. Les astronomes avaient observé des étoiles correspondant remarquablement à cette description. L'une d'elles était Sirius B, mais le soulagement de cette découverte fut de courte durée. 4 ans plus tard, Subrahmanyan Chandrasekhar, 19 ans, partit en bateau pour l'Angleterre, étudier avec Fowler et Arthur Eddington, l'un des scientifiques les plus vénérés de l'époque. Durant son voyage, Chandrasekhar a compris que la pression de dégénérescence des électrons était limitée. Les électrons peuvent y se tortiller de plus en plus vite, mais seulement jusqu'à la vitesse de la lumière. Cela signifie que cet effet ne peut soutenir les étoiles que jusqu'à une certaine masse, la limite de Chandrasekhar. De plus, Chandrasekhar pensait que même la pression de dégénérescence des électrons ne pouvait empêcher l'effondrement d'une étoile. Mais Eddington n'était pas impressionné. Il a publiquement critiqué Chandrasekhar, disant qu'il devrait y avoir une loi de la nature pour empêcher une étoile de se comporter de cette manière absurde. En effet, les scientifiques ont trouvé comment les étoiles plus lourdes que la limite de Chandrasekhar pourraient se soutenir. Lorsqu'une étoile s'effondre au-delà d'une naine blanche, les électrons et les protons fusionnent pour former des neutrinos et des neutrons. Ces neutrons sont également des fermions, mais avec près de 2000 fois la masse d'un électron. Leur pression de dégénérescence est encore plus forte. C'est donc ce qui soutient les étoiles à neutrons. Il y avait cette conviction parmi les scientifiques, que même si nous ne connaissions pas le mécanisme, quelque chose empêcherait une étoile de s'effondrer en un seul point et de former un trou noir. Parce que les trous noirs étaient tout simplement trop absurdes pour être réels. Un coup majeur a ébranlé cette croyance à la fin des années 1930 quand J. Robert Oppenheimer et George Volkoff ont découvert que les étoiles à neutrons ont également une masse maximale. Peu de temps après, Oppenheimer et Hartland Snyder ont montré que pour les étoiles les plus lourdes, il ne reste rien pour les sauver lorsque leur carburant s'épuise. Ils ont écrit « Cette contraction continuera indéfiniment ». Mais Einstein ne pouvait toujours pas y croire. Oppenheimer disait que les étoiles peuvent s'effondrer indéfiniment, mais quand Einstein a regardé les mathématiques, il a trouvé que le temps se fige à l'horizon, donc il semblait que rien ne pouvait jamais entrer, ce qui suggérait soit qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, soit que les trous noirs ne peuvent pas exister. Pour un observateur extérieur, vous ne pourriez jamais voir quoi que ce soit entrer. Mais si vous traversiez l'horizon des événements, vous ne remarqueriez rien d'inhabituel et vous le dépasseriez sans même le savoir. Alors comment est-ce possible ? Un diagramme espace-temps d'un trou noir est nécessaire. À gauche se trouve la singularité où R égale 0. La ligne pointillée où R est égale à 2,1 est l'horizon des événements. Comme le trou noir ne bouge pas, ces lignes montent droit dans le temps. Maintenant, voyons comment les rayons de lumière entrant et sortant se déplacent dans cette géométrie courbée. Lorsque vous êtes vraiment loin, les cônes de lumière futurs sont à 45 degrés. Mais plus vous vous approchez de l'horizon, plus les cônes de lumière se rétrécissent, jusqu'à ce qu'au niveau de l'horizon des événements, ils soient si étroits qu'ils pointent directement vers le haut. Et à l'intérieur de l'horizon, les cônes de lumière basculent vers la gauche. Mais quelque chose d'étrange se produit avec les rayons de lumière entrantes. Ils tombent, mais ils n'arrivent pas à R égale à 2m. En réalité, ils tendent vers cette valeur lorsque le temps tend vers l'infini. Mais ils ne finissent pas à l'infini.
Mathématiquement, ils sont connectés et reviennent, et ils se déplacent dans cette direction. Et cela a dérangé beaucoup de gens. Cela a dérangé des gens comme Einstein parce qu'il a regardé ces équations et s'est dit « Eh bien, si rien ne peut franchir cette sorte de frontière, alors comment pourrait-il y avoir des trous noirs ? Comment les trous noirs pourraient-ils même se former ?» Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, ce qu'il est important de reconnaître, c'est que cette figure est une projection. C'est essentiellement une carte 2D d'un espace-temps courbé à 4 dimensions. C'est comme projeter la Terre 3D sur une carte 2D. Cela provoque toujours des distorsions. Il n'y a pas de manière parfaitement précise de cartographier la Terre sur une surface 2D, mais différentes cartes peuvent être utiles pour différents objectifs. Pour conserver les angles et les formes, comme lors de la navigation en mer où l'orientation est cruciale, la projection de Mercator est recommandée. C'est celle que Google Maps utilise. L'un de ses inconvénients est qu'elle représente mal les tailles. L'Afrique et le Groenland semblent avoir la même taille, mais l'Afrique est en réalité environ 14 fois plus grande. La projection de Gale Peters conserve les tailles relatives, mais déforme les angles et les formes. De manière similaire, nous pouvons faire différentes projections de l'espace-temps en 4D pour étudier ces différentes propriétés. La réalité physique ne change pas, mais la façon dont la carte la décrit, si. Il avait choisi de mettre un système de coordonnées particulier sur l'espace et d'avoir une coordonnée temporelle. Et c'est parti. C'est la chose la plus sensée à faire, non ? Les gens ont réalisé qu'en choisissant un autre système de coordonnées par substitution, la singularité à l'horizon des événements disparaît. Il disparaît, ce problème disparaît. Et les choses peuvent réellement entrer dans le trou noir. Ce que cela nous apprend, c'est qu'il n'y a pas de véritable singularité physique à l'horizon des événements. Cela résulte simplement d'un mauvais choix de système de coordonnées. Une autre façon de visualiser ce qui se passe est de décrire l'espace comme s'écoulant vers le trou noir, comme une cascade. Plus vous vous rapprochez, plus l'espace commence à s'écouler de plus en plus vite. Les photons émis par le vaisseau spatial doivent nager à contre-courant, et cela devient de plus en plus difficile plus on se rapproche. Les photons émis juste à l'extérieur de l'horizon peuvent à peine s'en sortir, mais cela prend de plus en plus de temps. À l'horizon, l'espace tombe aussi vite que les photons nagent. Donc, si l'horizon avait une largeur finie, les photons resteraient coincés ici, photons de tout ce qui est jamais tombé. Mais l'horizon est infiniment mince, donc en réalité, les photons finissent par s'échapper ou tombent. À l'intérieur de l'horizon, l'espace tombe plus vite que la vitesse de la lumière, et donc tout tombe dans la singularité. Donc Oppenheimer avait raison. Quelqu'un à l'extérieur d'un trou noir ne peut jamais voir quoi que ce soit entrer, car les derniers photons qu'ils peuvent voir seront toujours juste à l'extérieur de l'horizon. Mais si vous y allez vous-même, vous traverserez directement l'horizon des événements et tomberez dans la singularité. Maintenant, vous pouvez étendre le modèle de cascade pour couvrir les 3 dimensions spatiales. Et cela vous donne ceci. Une véritable simulation de l'espace s'écoulant dans un trou noir statique, réalisé par mon ami Alessandro de SenseClick. Plus tard, nous utiliserons ce modèle pour simuler la chute dans un trou noir en rotation. Si vous prenez cette carte et la transformez de sorte que les rayons de lumière entrant et sortant voyagent tous à 45 degrés comme nous en avons l'habitude, alors quelque chose de fascinant se produit. La singularité du trou noir à gauche se transforme en une ligne courbée en haut. Et comme l'avenir pointe toujours vers le haut sur cette carte, cela nous indique que la singularité n'est pas réellement un lieu dans l'espace, mais plutôt un moment dans le temps. Le tout dernier moment dans le temps. Pour tout ce qui entre dans un trou noir. La carte que nous venons de créer est un diagramme de Kruskal-Sekeres, mais cela ne représente qu'une partie de l'univers, la partie à l'intérieur des trous noirs de l'horizon d'événements, et la partie de l'univers la plus proche de celui-ci. Mais ce que nous pouvons faire, c'est contracter tout l'univers, le passé infini, la distance infinie et le futur infini, et le transformer en une seule carte. C'est comme utiliser le meilleur objectif fisheye de l'univers. Cela nous donne ce diagramme de Penrose. Encore une fois, les rayons de lumière vont toujours à 45 degrés, donc le futur pointe toujours vers le haut. Le passé infini est au bas du diagramme, le futur infini en haut et les côtés à droite sont infiniment éloignés.
La singularité du trou noir est maintenant une ligne droite en haut, un moment final dans le temps. Ces lignes sont toutes à la même distance du trou noir, dont la singularité est à r égale à 0. L'horizon est à r égale à 2m. Cette ligne est à r égale à 4m. Et ceci est infiniment éloigné. Toutes ces lignes sont au même moment. Cette carte montre clairement les destinations encore accessibles, ce qui est fantastique, et ce qui aurait pu vous affecter. Ici, vous bénéficiez d'une grande liberté. Vous pouvez entrer dans le trou noir, ou vous envoler vers l'infini, et vous pouvez voir et recevoir des informations de cette zone. Mais si vous dépassez l'horizon, votre seul avenir possible est de rencontrer la singularité. Vous pouvez toujours percevoir et recevoir des informations de l'univers. Vous ne pouvez simplement pas en renvoyer. Maintenant, imaginez être à ce point sur la carte. C'est à l'horizon des événements. Et maintenant, votre futur est dans le trou noir. Mais quel est le passé de ce moment ? Eh bien, vous pouvez dessiner le cône de lumière passé, et il révèle cette nouvelle région. Si vous êtes à l'intérieur de cette région, vous pouvez envoyer des signaux à l'univers. Mais peu importe où vous êtes dans l'univers, rien ne peut jamais entrer dans cette région, car elle ne sera jamais à l'intérieur de votre cône de lumière dont les choses peuvent sortir, mais jamais entrer. C'est l'opposé d'un trou noir, un trou blanc. De quelle couleur est un trou blanc ? Je veux dire, ça n'aura pas de couleur, n'est-ce pas? Ça va être ce qui en est expulsé. Ça dépend de ce qui est dedans et qui est jeté, c'est ce que vous allez voir. Ainsi, si de la lumière et de la masse sont présentes à l'intérieur, tout sera éjecté. Donc l'image d'un trou blanc est l'image inversée dans le temps d'un trou noir. Au lieu que les choses tombent, elles sont expulsées vers l'extérieur. Et donc, alors qu'un trou noir a une membrane, l'horizon de Schwarzschild, une fois que vous avez franchi, vous ne pouvez pas ressortir. Le trou blanc, à l'opposé du trou noir, éjecte tout ce qui se trouve à l'intérieur de son horizon des événements. Donc, il vous expulse en quelque sorte. La relativité ne précise pas le sens d'écoulement du temps. Il n'y a rien là-dedans qui dit que c'est le futur et que c'est le passé. Lorsque vous faites vos calculs et que vous déterminez le comportement des objets, vous choisissez quelle direction utiliser pour le futur. Mais mathématiquement, l'autre sens aurait pu être choisi, n'est-ce pas ? Vous auriez pu faire pointer le temps dans la direction opposée. Toute solution que vous trouvez en relativité, mathématiquement, vous pouvez simplement la renverser et obtenir une solution inversée dans le temps, et c'est aussi une solution aux équations. Maintenant, nous avons montré des choses éjectées vers la droite, mais elles pourraient tout aussi bien être éjectées vers la gauche. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Cette ligne n'est pas à l'infini, donc il devrait y avoir quelque chose au-delà. Si nous éjectons des choses dans cette direction, vous constaterez qu'elles entrent dans un tout nouvel univers, parallèle au nôtre. Nous pouvons tomber dans ce trou noir, et quelqu'un dans cet univers ici pourrait tomber dans ce trou noir dans leur univers, et nous nous retrouverions dans le même trou noir. Le seul inconvénient est que nous finirions tous les deux bientôt dans la singularité. Je suppose que j'essaie simplement de comprendre où cet univers apparaît dans la partie mathématique de la solution. Pouvez-vous montrer la partie de l'équation et dire donc ici c'est notre univers, et puis les termes là c'est l'autre univers, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien, ce sont des coordonnées, n'est-ce pas ? Imaginez quelqu'un, d'accord, qui a créé un système de coordonnées pour la Terre, mais seulement pour l'hémisphère nord. Et vous avez regardé ce système de coordonnées, n'est-ce pas ? Et vous l'avez regardé et il disait « Ah, le système de coordonnées semble correct ». Mais mathématiquement, les latitudes peuvent être négatives, n'est-ce pas ? Vous n'avez que des latitudes positives dans votre solution. Et qu'en est-il des négatives ? Vous ont-ils parlé des négatives ? Pas d'hémisphère sud, n'est-ce pas ? Vous vous dites probablement que les mathématiques permettent d'avoir des latitudes négatives. Nous devrions aller voir au-dessus de l'équateur pour vérifier s'il y a quelque chose. Et je sais que c'est une sorte de globe, mais nous ne connaissons pas la géométrie complète de ce qui se passe ici, dans le sens où Schwarzschild a posé des coordonnées sur une partie de la solution. C'était comme s'il ne posait des coordonnées que sur l'hémisphère nord, et d'autres personnes sont venues, et on dit « Ah, il y a un hémisphère sud, et plus que ça, il y a deux terres ». C'est pourquoi on l'appelle extension maximale.
C'est comme si j'avais cette structure mathématique. Alors, quelle est l'étendue des coordonnées que je peux considérer? Et avec le trou noir de Schwarzschild, vous obtenez un deuxième univers, qui a son propre ensemble indépendant de coordonnées qui vit de notre univers. Je tiens à souligner que c'est la solution la plus simple aux équations de champ d'Einstein, et elle contient déjà un trou noir, un trou blanc et deux univers. C'est ce que vous obtenez lorsque vous poussez cette carte à ses limites, de sorte que chaque bord se termine à une singularité, ou à l'infini. Et en fait, il y a une autre petite caractéristique ici, c'est ce petit point-là où ils se croisent. C'est un pont d'Einstein-Rosen. Pour le voir, nous devons changer de coordonnées. Maintenant, cette ligne est à temps Kruskal constant, et elle relie l'espace des deux univers. Vous pouvez voir à quoi ressemble l'espace-temps, en suivant cette ligne de droite à gauche. Loin de l'horizon des événements, l'espace-temps est quasiment plat, mais en s'en rapprochant, il se courbe de plus en plus. À cette croisée, vous êtes à l'horizon des événements, et si vous allez au-delà, vous vous retrouvez dans l'univers parallèle. Cela vous donne un trou de verre qui ressemble à cela. C'est donc hypothétiquement comment nous pourrions utiliser un trou noir pour voyager d'un univers à un autre. Hypothétiquement, parce que ces trous de verre ne sont pas réellement stables dans le temps. C'est un peu comme un pont, mais c'est un pont qui est long, puis devient plus court, puis redevient long. Et si vous essayez de traverser ce pont, à un certain moment, le pont n'est que très court, n'est-ce pas? Vous dites vouloir traverser le pont, mais une fois que vous commencez à courir, votre vitesse est limitée, n'est-ce pas? La vitesse de la lumière, approximativement, et puis le pont commence à s'étirer, et vous ne sortez jamais de l'autre côté. Ce passement se produit toujours trop rapidement pour que quoi que ce soit puisse passer à travers. Vous pouvez également voir cela si vous regardez le diagramme de Penrose, car lorsque vous êtes à l'intérieur d'un univers, il n'y a pas de cône de lumière capable de vous emmener vers l'autre univers. La seule façon de le faire serait de voyager plus vite que la lumière. Mais il pourrait y avoir une autre façon. La solution de Schwarzschild décrit un trou noir qui ne tourne pas. Pourtant, chaque étoile tourne, et puisque le moment angulaire doit être conservé, chaque trou noir doit également tourner. Bien que Schwarzschild ait trouvé sa solution peu après la publication des équations d'Einstein, les résoudre pour une masse en rotation s'est révélé bien plus ardu. Les physiciens ont essayé, mais 10 ans après la solution de Schwarzschild, ils ne l'avaient toujours pas résolue. 10 ans se sont transformés en 20, qui se sont transformés en 40. Et puis, en 1963, Roy Kerr a trouvé la solution aux équations d'Einstein pour un trou noir en rotation, qui était bien plus compliqué que la solution de Schwarzschild. Cela s'accompagne de changements dramatiques. La première est que la structure est complètement différente. Le trou noir est maintenant composé de plusieurs couches. Il n'est plus non plus sphériquement symétrique. Cela se produit parce que la rotation le fait gonfler autour de l'équateur, il n'est donc symétrique que par rapport à son axe de rotation. Alessandro de Science-Click a simulé ce qui se passe autour de ce trou noir en rotation. L'espace est entraîné avec le trou noir, vous emportant, vous et les particules, avec lui. Quand vous vous rapprochez, l'espace est entraîné de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'il tourne plus vite que la vitesse de la lumière. Vous êtes maintenant entré dans la première nouvelle région, l'ergosphère. Peu importe la force avec laquelle vous allumez vos fusées ici, il est impossible de rester immobile par rapport aux étoiles lointaines. Mais parce que l'espace ne s'écoule pas directement vers l'intérieur, vous pouvez toujours échapper au trou noir. Lorsque vous voyagez plus loin, vous traversez la prochaine couche, l'horizon extérieur, le point de non-retour. Ici, vous ne pouvez aller qu'à l'intérieur. Mais alors que vous êtes entraîné de plus en plus profondément, quelque chose de fou se produit. Vous entrez dans une autre région, une où vous pouvez à nouveau vous déplacer librement. Ainsi, vous n'êtes pas condamné à la singularité. Vous êtes maintenant à l'intérieur de l'horizon des événements intérieurs. Ici, vous pouvez réellement voir la singularité. Dans un trou noir normal, c'est un point. Mais dans un trou noir en rotation, il s'étend réellement pour devenir un anneau. Et il se passe des choses étranges avec l'espace-temps à l'intérieur du centre d'un trou noir, un trou noir en rotation, mais on pense que vous pouvez réellement traverser la singularité. Nous avons besoin d'un diagramme de Penrose d'un trou noir en rotation, où avant la singularité était une ligne horizontale en haut. Ici,
la singularité se soulève et se déplace sur les côtés, révélant cette nouvelle région à l'intérieur de l'horizon intérieur. Ici, nous pouvons nous déplacer librement et éviter la singularité. Mais ces bords ne sont ni à l'infini ni à une singularité. Il doit donc y avoir quelque chose au-delà d'eux. Eh bien, lorsque vous vous aventurez plus loin, vous pourriez vous retrouver dans un trou blanc qui vous propulserait dans un tout autre univers. Vous pouvez avoir ces images où vous êtes dans un univers, vous tombez dans un trou noir en rotation, vous traversez la singularité et vous émergez dans un nouvel univers à partir d'un trou blanc, et ensuite vous pouvez simplement continuer à jouer à ce jeu. Étendons ce diagramme à l'infini. Mais il y a encore une chose que nous n'avons pas faite. Braver la singularité. Vous visez donc directement le centre de l'anneau et vous vous dirigez vers lui. Mais au lieu que le temps se termine, vous vous retrouvez maintenant dans un autre univers, un univers étrange où la gravité repousse au lieu d'attirer. Ceci est connu sous le nom d'antivers. Si c'est trop bizarre, vous pouvez toujours traverser la singularité pour revenir dans un univers à gravité normale. Je sais que c'est principalement de la science-fiction, non ? Mais si vous prenez les solutions de la relativité, vous savez essentiellement pour ce qu'elles sont, et ajoutez un petit peu ce que fait Penrose ici, il dit « Oh, regardez, ces formes sont très similaires. Je peux simplement les assembler. » C'est alors la conclusion à laquelle vous arrivez. Nous avons maintenant effectivement un nombre infini d'univers, tous reliés par des trous noirs, des trous blancs, tout au long, et vous partez pour explorer. Mais il faudra quelqu'un de très courageux pour oser être le premier à sauter dans un trou noir en rotation pour découvrir si cela est correct. Ouais, je ne m'inscrirai pas pour ça. Alors, ces solutions de Schwarzschild et Kerr maximale pourraient-elles réellement exister dans la nature ? Eh bien, il y a quelques soucis. Les solutions étendues de Schwarzschild et Kerr sont des solutions de trous noirs éternels dans un univers vide. Comme vous le dites, c'est une solution éternelle qui s'étend à l'infini dans le passé et à l'infini dans le futur, et donc il n'y a pas de mécanisme de formation là-dedans. C'est juste une solution statique, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les trous noirs sont réalisés dans notre univers, et pas les trous blancs. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Je suis personnellement assez confiant qu'il n'existe pas, n'est-ce pas ? Pour la solution de Kerr étendue au maximum, un astronaute immortel à l'intérieur de l'univers peut envoyer de la lumière dans le trou noir, ce qui pose un autre problème. Mais parce qu'il y a un temps infini comprimé dans ce coin supérieur, vous pouvez accumuler de la lumière le long de ce bord, ce qui crée un flux infini d'énergie le long de l'horizon intérieur. Cette concentration d'énergie crée alors sa propre singularité, scellant la singularité de l'anneau, et au-delà. Ce que je soupçonne, tout comme d'autres personnes dans le domaine, c'est que cet horizon intérieur deviendra singulier et que vous ne pourrez pas traverser ces secondes copies. Donc, tous les trous blancs, les trous de verre, les autres univers et les anti-univers disparaissent, non ? Cela signifie-t-il que les vrais trous de verre sont impossibles ? En 1987, Michael Morris et Kip Thorne ont examiné les trous de verre qu'une civilisation avancée pourrait utiliser pour les voyages interstellaires. Ceux sans horizon, stables dans le temps et avec d'autres propriétés comme la capacité de les construire, vous permettent d'aller et venir. Ils ont trouvé plusieurs géométries autorisées par la relativité générale d'Einstein. En théorie, ceux-ci pourraient relier différentes parties de l'univers, créant une sorte d'autoroute interstellaire. Ils pourraient même être capables de se connecter à différents univers. Le seul problème est que toutes ces géométries nécessitent une sorte de matière exotique, avec une densité d'énergie négative pour empêcher l'effondrement du trou de verre. Ce type de matière exotique est contraire aux lois de la physique, donc j'ai le préjugé qu'elle n'existera pas. Le fait que les trous de verre de la science-fiction soient considérés comme mathématiquement possibles me dérange. C'est vrai que c'est mathématiquement possible dans le sens où il existe une certaine géométrie qui peut exister, mais la théorie d'Einstein n'est pas seulement des géométries. Ce sont des géométries plus des équations de champ. Si vous utilisez les types de propriétés de la matière que la matière a réellement, alors elles ne sont pas possibles. Donc, je pense que la raison pour laquelle elles ne sont pas possibles est très forte. Donc, selon notre meilleure compréhension actuelle, il semble probable que les trous blancs, les trous de verre traversables et ces univers parallèles n'existent pas.
Mais nous pensions aussi que les trous noirs n'existaient pas. Alors peut-être serons-nous à nouveau surpris. Nous avons bien un univers, n'est-ce pas? Bien. Pourquoi ne pourrions-nous pas en avoir deux?